Vous allez pouvoir le mettre dans vos bagages pour partir cet été. C'est un stratège dans un transat aux éditions Oduno avec Richard Fremder qui est avec nous et qui nous parle de plusieurs axes et plusieurs atouts de Napoléon. Moi j'ai retenu que l'amour, je vous le dis tout de suite parce que je savais pas qu'il était autant amoureux que ça. Alors c'est vrai, il faut préciser les choses. Napoléon et son rapport avec les femmes, parce que aujourd'hui on le traite de misogyne. Est-ce que c'est vrai? Quel était son caractère et son rapport avec les femmes? Je crois que c'est tout sauf un misogyne, il adorait les femmes. Ouais. Mais comme dans tout, il faisait tout très vite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être qu'elle l'aimait pas trop, vous voyez. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Dimitri Casali tout à l'heure, c'est un homme du XVIIIe siècle. On est dans un monde du XVIIIe siècle, donc qui voit, les femmes à cette époque-là, n'ont pas à parler politique, n'ont pas à être importantes dans la vie politique. Oui, et pourtant, elles en parlent quand même un peu en coulisses. Évidemment qu'elles en parlent. Énormément. On a Madame de Staël qui déteste Napoléon, il le lui rend bien d'ailleurs, qui est peut-être son meilleur opposant, si je puis dire. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Bon, alors, et les femmes et Napoléon? Joséphine, bien sûr. Alors Joséphine, c'est... l'amour de sa vie, c'est la dernière femme dont il parlera. C'est l'amour de sa vie. On peut le dire vraiment. Il y en a qui ont écrit « Il a conquis l'Europe parce qu'il n'a jamais pu conquérir son cœur ». Mais c'est une jolie formule finalement, parce qu'il était fou d'elle. Mais quand je dis fou d'elle, il lui écrivait des choses merveilleuses, magnifiques, parfois extrêmement cochonnes, et elle en avait rien à fiche. Oui. Mais en fait, elle n'est jamais tombée amoureuse de lui. Si, au moment où il l'a quitté. Ah ben. En fait, on peut dire qu'elle est tombée amoureuse de lui quand il se trop tard. C'était trop tard. Et à côté de ça, alors même si Cécile dit c'était un grand romantique, alors peut-être. C'est un très grand romantique. Mais alors pourquoi? J'ai vu dans votre livre effectivement ça. Mais pourquoi? Parce que pour beaucoup de Français, là, Napoléon, c'est pas forcément cette image qu'il donne. Non, ça c'est sûr. On voit le stratège, on voit beaucoup de choses, mais on voit pas le romantique. Imaginez qu'à 20 ans, il écrit un livre. La collection Harlequin l'achèterait dans la seconde. C'est vraiment de la collection Harlequin. Il a été un amoureux passionné, mais c'est un passionné, on le disait tout à l'heure. Tout est toujours extrême avec lui. Donc il est amoureux, quand il est amoureux passionnément. Quand il est malheureux, il est malheureux passionnément. Il peut penser au suicide. D'ailleurs, il l'écrit dans son roman Clisson et Eugénie. C'est lui, et il parle de lui. C'est Werther avant l'heure. C'est Napoléon, assez incroyable. C'est le Napoléon en coulisses, si je puis dire. Mais il s'est aussi servi des femmes pour, en l'occurrence, et à un moment donné, pour des relations, en tout cas entre pays. Il s'est servi de ça aussi. Là, on va dire depuis la nuit des temps. Et là, c'est aussi un stratège. Bien sûr. Alors, tout est stratégie chez lui, y compris effectivement stratégie matrimoniale. Bien sûr, effectivement. Il a essayé de se marier parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient d'une famille qui, même si c'est une petite noblesse, il n'a pas beaucoup d'argent et il faut se marier pour avoir une situation, pour se créer une situation et être indépendant. Donc il faut se marier, déjà, premier but, il faut se marier. Donc d'emblée, puis c'est un homme quand même de caractère, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'emblée il dit, alors que son frère est amoureux d'une fille, non, moi je vais prendre celle-là, toi tu prendras l'autre. Et le mariage va être un peu arrangé comme ça. Son frère sera très content et lui finalement se mariera pas avec cette fille-là. Mais à chaque fois il a la vision. Et quand il tombe sur Joséphine, effectivement, qu'on lui met, on va dire, dans les mains, et il se dit, mais là, c'est peut-être effectivement le bon coup, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est ça que je veux dire, bien sûr. Mais il tombe fou amoureux d'elle parce que c'est une femme d'expérience aussi. Et il a pas ça, lui. Il a, encore une fois, c'est un homme de guerre. Il a pas beaucoup d'expérience des femmes. Il a perdu ses parents aussi. Et elle a beaucoup d'expérience des hommes. Beaucoup, on va dire. Si on va être gentil. Et elle lui apprend ça. Et il devient fou d'elle. Mais moi je reviens sur la Révolution française. Il avait quand même gagné justement la victoire de la bourgeoisie sur la noblesse et sur l'Église, qu'il va perdre justement quand il va épouser cette princesse autrichienne. Marie-Louise. Alors ça c'est peut-être sa grosse erreur effectivement. Là encore une stratégie matrimoniale. Il me faut un ventre. C'est horrible comme expression. Il faut un ventre parce qu'il a besoin d'enfants pour assurer sa descendance et pour assurer son empire finalement. Et effectivement il va aller se marier avec une Autrichienne, vous imaginez un petit peu, ça c'est terrifiant. Lui qui était là pour garantir et qui a garanti la Révolution, l'héritage de la Révolution, il va se marier avec Marie-Louise d'Autriche. Ça personne ne lui pardonnera. Il se serait marié avec Maria Walewska. Oui, mais c'est parce qu'il fallait un enfant, quoi. Il lui fallait un enfant, bien sûr. En réalité, il en avait plein. Il en avait déjà, mais ils n'étaient pas légitimes. Il aurait pu épouser Maria Walewska, qui est polonaise. Ça aurait été, je trouve, mais là l'historien n'a pas jugé, c'est pas mon rôle, mais ça aurait été moins une erreur que Marie-Louise. Mais est-ce que finalement ces échecs avec ces femmes ne dit pas quelque chose sur lui, justement, sur la personnalité qu'il est? Est-ce que finalement c'était quelqu'un d'heureux?
Je ne suis pas psychologue et on ne voit pas s'il est heureux ou malheureux. Vous savez, l'historien, lui, juge que quand il y a des écrits ou en tout cas des documents. On ne sait pas s'il est heureux ou malheureux. Ce qu'on sait, par contre, en revanche, c'est qu'il adorait le côté famille. C'est très curieux aussi, le côté backstage de Napoléon. Il est très famille, il aime beaucoup les enfants. Donc son fils, il l'a pas connu longtemps. Son fils, on va dire le vrai, le roi de Rome, il l'a pas connu longtemps malheureusement, mais le peu qu'il l'a connu, il était très 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 proche. Allez, 0826, oui, 300, 300. Florian qui nous appelle d'Antony. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'aurais voulu rebondir sur un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par les historiens. Très intéressant. Moi, je pense que quand on dit que les Français ont un problème avec leur histoire, moi, je ne crois pas. C'est pas les Français. C'est une partie des élites. Moi, je pense que Macron est très mal entouré. Il est entouré par des historiens, y compris indigénistes. Donc, on se doute de ce qu'il pourrait dire. Et parce qu'il Macron connaît pas bien l'histoire, en fait. Si vous voulez. C'est ça qui est un Pourtant, peu. il est amoureux de l'histoire, je pense. Écoutez, il est amoureux de l'histoire, mais quand il parle de déconstruire l'histoire, je ne comprends pas comment un président de la République parler comme ça. Par exemple, ce qui est très mal parti, si vous voulez, dans ces commémorations, c'est quand on dit, d'abord, on ne dit que peu de choses, évidemment, parce qu'on va très vite dans les médias. On dit Napoléon a rétabli l'esclavage. Alors, c'est pas esclavage en France, on peut le redire. D'autre part, on dit, pourquoi est-ce qu'on dit pas qu'en 1798, il a aboli l'esclavage dans l'île de Malte et qu'il a fait libérer 2000 esclaves. D'autre part, il était un disciple de la Vérénale et de Rousseau. Il n'est pas du tout raciste, il est même anti-esclavagiste. Il a même imaginé en avril 1800, un senatus consul, c'est-à-dire une loi pour abolir l'esclavage, et puis l'histoire l'a rattrapé, bien évidemment, mais d'abord ça n'a jamais été caché par l'historien, c'est travaillé, ça a toujours été travaillé. Et pourquoi est-ce que, si vous voulez, en fait, c'est une machine de propagande contre Napoléon et contre l'histoire de France et contre l'histoire en définitive. Parce que pendant qu'on parle de Napoléon, on ne parle pas, par exemple, que les Maliens vivaient de l'esclavage. On ne parle pas que dans le Coran, l'esclavage est justifié. Vous voyez, c'est ça le problème. Oui, non mais bon après il peut y avoir des propos controversés aussi sur ces visions évidemment de l'esclavage à travers le monde. On l'a dit tout à l'heure lors de la séance du Conseil d'État. Napoléon, puisqu'on a les minutes de la retranscription, Napoléon était contre. Il ne voulait pas rétablir Richard Fremder. Restez avec nous, Florian. Richard Fremder. Votre auditeur a raison, et c'est vrai que d'abord il n'a pas de vision sur l'esclavage. D'abord, personne à cette époque-là n'a de vision, à part quelques-uns. En 1748, déjà, il y a une première révolte à Saint-Domingue, c'est vrai, mais personne n'a vraiment envie d'abolir l'esclavage. Il ne faut pas oublier que c'est une société qui vend du sucre. Le sucre est très important. Il y a une partie économique qui est extrêmement importante. Et au moment où lui, il arrive au pouvoir, il se trouve confronté à ça. C'est-à-dire que il récupère des territoires. Après la paix d'Amiens, il récupère des territoires qui avant étaient à l'Angleterre ou à l'Espagne, etc., qui pratiquaient l'esclavage, et qu'il faut vendre ce sucre. Il faut continuer de vendre ce sucre. Il faut redonner à la France sa première place dans le monde. En tout cas, c'est ce que lui veut. C'est ce qu'il dit. Donc, les planteurs qui lui apportent document sur son bureau, au bout d'un moment, il dit, oui, effectivement, ils ne sont pas compétitifs si ils doivent payer leur main-d'œuvre. Donc, effectivement, j'autorise. C'est pas je rétablis l'esclavage d'un trait de plume. Comme l'a dit votre auditeur, il n'y a pas d'esclaves en France. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas. Mais il dit, j'autorise effectivement, spécifiquement, à tel endroit et à tel endroit, mais pas à Saint-Domingue. Ça, c'est très important, que l'esclavage puisse être pratiqué. Ça, c'est très important. Et le coup de Saint-Domingue, les problèmes avec Saint-Domingue, c'est Toussaint Louverture qui se révolte contre la France. Et c'est tout ça qui fait que Toussaint Louverture, qui pourrait être un personnage controversé, mais ça, on n'en parle pas trop non plus. Oui, c'est vrai. Florian, vous voulez ajouter quelque chose à ce que disait Richard Fremder à l'instant? Moi, je suis là absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment Toussaint Louverture. C'est-à-dire que si vous voulez, on importe les problèmes d'aujourd'hui au XVIIIe siècle. Ça n'a rien à voir. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de concept de racisme. D'autre part, il y avait comment on séparait les gens. On séparait les gens entre libres et non libres. C'est ce qui explique que Toussaint Louverture, il fait une révolte évidemment tout à fait justifiée, mais lui-même est propriétaire d'esclaves. Il a une 13 esclaves, si je me souviens bien. Donc, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un appareil de propagande contre Toussaint Louverture?
Vous comprenez le problème? C'est que, en fait, à force de focaliser sur un certain nombre de choses, on veut faire passer des idées. L'idée, c'est Napoléon est raciste, mais c'est totalement faux. Il est plutôt anti-esclavagiste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si vous voulez, le problème, c'est que c'est une guerre des mots à quoi on assiste aujourd'hui. Et donc, la guerre des mots, elle a lieu notamment autour de Napoléon. Mais ceux qui critiquent Napoléon, c'est pas tellement pour critiquer Napoléon, c'est pour ce que malheureusement déconstruire l'histoire de France et puis, si vous voulez, faire en sorte que la France ne renoue plus avec son histoire. Et donc, évidemment, pour déconstruire, si vous voulez, tout un passé qui Macron a rectifié dernièrement, parce qu'ils sont bien, si vous voulez. Le problème, c'est que je ne crois pas qu'il ait beaucoup de connaissances historiques, en fait, en réalité. Enfin, on verra ça plus tard, quand on aura les documents. On va suivre, et Florian, on va suivre quand même son discours. On verra aussi le discours cet après-midi à l'Institut de France. D'un côté ou de l'autre, je pense que quoi qu'il en soit, il sera critiqué, que ce soit donc par les gens qui sont plutôt contre ou les autres. Merci en tout cas de votre témoignage, c'était intéressant. Au standard, encore du monde. Qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Richard, vous êtes là? Très bon prénom. Richard une fois, Richard deux fois. Richard, on l'entendait en fait tout à l'heure, mais Richard Fremder, lui, est là. Quoi. Je vais peut-être rajouter, si vous me permettez, une petite chose sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Napoléon est beaucoup de choses, effectivement, génial, etc., dans plein de domaines, beaucoup moins dans d'autres, mais c'est pas un visionnaire. Justement, on parlait de l'esclavage, on parlait des femmes. C'est pas un visionnaire. C'est pas un visionnaire. On lui a présenté des inventions extraordinaires, comme notamment le sous-marin. Il a même pas regardé. On lui a présenté la machine à vapeur. Il l'a même pas regardé. L'Angleterre va se lancer dans le crédit à cette époque-là. Lui, pas du tout. C'est un homme du XVIIIe siècle, très profondément XVIIIe siècle. Le code noir qui existe à cette époque-là depuis Louis XIV et Colbert, il utilise lui le code noir. Or, Toussaint Louverture, dont on parlait à l'instant, lui va tuer les esclaves, va leur donner des coups de baïonnette, etc. Ce qui est interdit par le code noir. Donc vous voyez, c'est une époque, c'est pas tout blanc, tout noir. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de choses dont a parlé tout à l'heure Patrick Roget, justement, à énumérer, qui demeurent encore aujourd'hui. Quand même, bien sûr. Donc c'est quelque part un visionnaire, puisque ça perdure. Non, parce que finalement, il a utilisé ce qui existait à l'Empire romain, sous l'Empire romain, parce que c'est la grande époque où on admire Rome et l'Empire romain. Donc les préfets, tout ça, le Sénat, tout ça, il met en place. Là où il est très fort, mais c'est aussi un militaire, faut pas oublier, il donne à la France une hiérarchie militaire, en réalité. Mais c'est pas un État militaire. Oui, mais c'est son éducation militaire avec, entre guillemets, de l'ordre. C'est l'ordre, mais bien sûr, c'est l'ordre. Et il y a un chef. Et par contre, là, il y a un chef. Et vos appels 0826 300 300, et c'est Richard qui est revenu de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Richard, vous vouliez intervenir? Allez-y, sur Napoléon. J'avais deux questions en fait, c'est en voyageant un peu dans l'Europe, c'est pour le boulot. Je suis passé dans deux pays, un pays où il a laissé de très bons souvenirs, et un pays où beaucoup moins. On va commencer par celui-là où il en a laissé beaucoup moins, c'est l'Espagne. En Espagne, à Valladolid, on m'a expliqué que chaque village, les gens savent dans quel balcon une personne a été pendue par le frère de Napoléon. Et c'est vrai, c'est un héritage qui a été très très difficile. Ça a valu un peu d'inimitié d'ailleurs avec l'Espagne. Et en fait, c'était un peu pour comprendre comment ça a pu se passer et tourner si mal en Espagne, cette conquête. Et un autre pays, c'est la Suède, où on m'a expliqué qu'en fait, chose que j'ignorais avant d'aller en Suède, c'est qu'ils ont échangé leur roi, qui était un très mauvais roi, avec un général qui était arrivé là pour une histoire de femme. C'est une histoire plus légère. Et Bernadotte aurait été expédié en Suède pour un problème de concurrence, de conquête féminine. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est prendre l'histoire effectivement par un petit bout, mais bien sûr. Allez-y, alors détaillez tout ça. Mais il est vrai effectivement pour la Suède que Bernadotte et sa lignée derrière ont amené la Suède là où elle est aujourd'hui, et c'est formidable. Il y a eu un bond extraordinaire. Pour revenir sur l'Espagne et sur ce qui s'est passé, oui, effectivement, c'est la période où ça se passe beaucoup moins bien. On parlait de l'homme providentiel, ça marche bien tant que ça marche, tant que ça gagne. Mais quand ça gagne plus, on finit par le mettre à la porte, et c'est ce qui va se passer. Oui, l'Espagne et tout le reste, en fait, on revient sur l'économie, encore une fois. Il ne faut pas oublier l'économie qui est le nerf de la guerre de cette histoire. Et en fait, Napoléon est mort de l'économie et finalement pas de la guerre en réalité. Quand la guerre reprend, à cause des Anglais, par l'or des Anglais qui lancent toutes les révoltes possibles et toutes les
les coalitions possibles contre Napoléon et la France, Napoléon est obligé de faire un blocus continental. Je ne vais pas revenir surtout parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il est obligé donc en gros de créer une immense frontière pour empêcher les produits anglais d'entrer sur toute l'Europe. Et il veut comme ça tuer économiquement l'Angleterre, les mettre à genoux pour pouvoir ensuite les conquérir facilement. Ça a failli marcher, c'est pas passé loin. Et puis il y a des pays qui refusent, il y a des pays qui disent moi ça m'arrange pas. Ah bon, ça t'arrange pas, mais t'inquiète pas, moi j'arrive. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. Il est allé annexer l'Espagne, il a mis son frère, il est allé ensuite. C'est pour ça qu'il va en Russie, c'est parce que les ports russes du nord de la Russie ne veulent pas fermer leurs ports à l'Angleterre. Il dit très bien, je suis obligé d'y aller, j'ai pas le choix. Et donc voilà. Et c'est comme ça qu'il se lance dans des guerres qui sont malheureusement trop difficiles parce que là, il découvre quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est la guérilla. Et aucun empire, quel qu'il soit, des États-Unis à quel que soit l'empire, on ne peut pas se battre contre une guérilla. On ne sait pas faire. Lui, il sait faire une armée contre une autre armée. D'ailleurs, en Russie, toutes les batailles, il faut revenir là-dessus, en Russie, toutes les batailles, y compris la Bérésina, sont des victoires. Donc, ce que vous voulez dire que finalement, ce n'était pas un ambitieux, entre guillemets, pour faire une grande Europe, quoi. Où, là, vous écoutez... il agit en réaction, quoi. Il agit en réaction, oui, mais il a une vision quand même. Il n'est pas complètement fou. C'est quand même un stratège, malgré tout. Encore une fois, quand on dit il n'a jamais déclaré la guerre, c'est vrai, mais il a fait en sorte que ce soit les autres qui la déclarent. Ou en tout cas de passer pour la victime. Il était prêt à les accueillir. Mais il était prêt à les accueillir, c'est évident. Mais si, il a quand même beaucoup d'ambition. Il avait quand même l'idée d'une Europe, mais d'une Europe française. Richard, une dernière question peut-être à Richard Fremder. En fait, ça corrige grandement une vue que j'avais sur ce côté expansionniste, en fait, et la campagne de Russie qu'on vit toujours comme celle de trop, et en fait là, je réalise maintenant qu'en fait c'était une nécessité par rapport à une stratégie contre l'Angleterre. Il n'y avait pas beaucoup de choix, quoi, en fait. C'est une nécessité. Il faut imaginer un demi-million d'hommes qui arrivent comme ça. C'est trop, c'est gigantesque. On n'a jamais eu d'armée comme ça dans l'histoire à ce moment-là. Un demi-million. C'est-à-dire que ceux qui arrivent en Russie sont même pas, les autres derrière sont même pas encore arrivés. C'est complètement invraisemblable. Il va y avoir énormément de morts, bien sûr, c'est vrai, mais beaucoup de victoires. Est-ce que finalement la plus belle phrase de Napoléon, c'est pas d'avoir dit la plus belle chose, c'est d'être français? Ah si, c'est une belle phrase. Hein. C'est une belle phrase. C'est pour ça qu'on devrait le mettre en exemple et non pas lui taper dessus à Napoléon. Imaginez quand même ce petit bonhomme, parce qu'il n'était pas si grand que ça, c'est vrai, mais il n'était pas si petit. Mais ce personnage qui arrive en France, en France métropolitaine, il parle pas français. Il arrive, il se fait traiter d'étranger quand même, pendant longtemps, on se moque de lui pendant longtemps, et puis regardez ce qu'il a fait. On devrait le porter en exemple aujourd'hui à toutes ces populations qui viennent chez nous, qui viennent... il est un exemple d'intégration. Mais c'est un exemple d'intégration fantastique, vous imaginez ça un petit peu? Quel exemple merveilleux. Alors ils ne sont pas tous obligés de devenir empereurs, je suis d'accord avec vous, de faire des coups d'État, ça c'est vrai. Mais enfin quand même... quand il est général, quand il devient général à Toulon, etc. L'Italie, quand même. C'est un homme insulaire quand même. Hein. Il est né sur une île. Il est né sur une île. Il a voulu conquérir une île. Il est mort sur une île. C'est pour ça qu'il faut le lire à la plage. Absolument. Bon, donc il est mort le 5 mai 1821 sur la petite île de Sainte-Hélène, qui était balayée par les vents de l'Atlantique Sud. Toujours d'ailleurs. Est-ce qu'il a été vaincu par quoi alors? Par vraiment un cancer de l'estomac ou pas? Physiquement, vous voulez dire? Et puis alors, nous sommes en 2021. En 2021, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs, etc. De complotisme, etc. Et certains disent, il aurait été même empoisonné. Encore une fois, l'historien, c'est un enquêteur. L'historien, c'est un enquêteur. Il a besoin de documents concrets. Sinon, ça devient un homme un romancier, un homme de science-fiction. Il n'y a aucune, là je dis vraiment, il n'y a aucune preuve comme quoi il a été empoisonné. On peut vous dire, il y a de l'arsenic dans les cheveux, il y a de l'arsenic sur le papier peint, il y a de oui, mais à l'époque, effectivement, le papier peint contenait de l'arsenic, la colle contenait de l'arsenic, etc. Toute sa famille, il y avait de l'arsenic dans les cheveux, et toute sa famille n'a pas été décimée par des tueries. Donc voilà, on n'a pas de preuve. A priori, il est mort de maladie. De maladie, avec un ulcère et le cancer. Après avoir donc conquis, pas le monde, mais quand même une bonne partie. Imaginez 130 départements en France. Il meurt seul quand même. Hein, il meurt seul, mais c'est sa volonté. En fait, comme je dis, c'est un stratège. Tout est stratégie dans sa vie, y compris sa mort. Et c'est là qu'il va s'évader en réalité de Sainte-Hélène, pas physiquement bien sûr, mais il a compris que de toute façon, il va y rester parce que personne, encore aujourd'hui, c'est très difficile d'aller à Sainte-Hélène. On peut pas y aller en avion, il faut y aller en bateau, c'est très compliqué. Il peut pas partir. Vous voyez où c'est, c'est au large de l'Afrique, c'est une horreur absolument. Et il se dit
si je meurs comme ça, effectivement, personne ne se souviendra. On ne se souviendra que de la légende noire, parce qu'il y a une légende noire qui, même de son vivant, est très importante. Ouais. Et donc, il a avec lui ces 4 évangélistes, 4 personnages importants, et il va dicter en fait ses mémoires. Et à travers ses mémoires, il va lancer un appel merveilleux finalement. D'abord, il va se prendre en martyr. Et il va dire, voilà, je suis sur une île, tel Prométhée, je suis en train de me faire dévorer le cœur, et les Anglais sont terribles avec moi, ils m'obligent à vendre ma vaisselle pour payer tous les jours ce que je dois payer, c'est une horreur. Et il va se victimiser beaucoup. Et puis il va mourir effectivement seul. Et puis les 4 évangélistes, donc les 4 qui vont, mémorialistes, vont ensuite essaimer ses mémoires. Et 15 ans plus tard, après sa mort, quand les mémoires vont sortir enfin, ça va être une révolution. Et c'est là qu'effectivement, du coup, il n'est pas mort seul, parce qu'il devient une légende, et une légende extraordinaire. Et on va le voir comme un personnage romantique fabuleux, et voir là, du coup, le visionnaire. Parce qu'il y avait une volonté de le faire oublier des mémoires. Ah, de le rayer intégralement de tout, bien sûr. Louis XVIII, quand il revient, il faut rayer toute... Mais enfin, ça, c'est de tout temps, bien sûr. Oui. Mais pourquoi de tout temps? Parce qu'il avait apporté tellement de choses, quand même, fondamentalement à la France. Il a garanti les conquêtes de la Révolution. Pour Louis XVIII, c'est pas top, quoi. Oui, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la royauté avait du mal face à... Bien sûr, et Louis XVIII voulait revenir, parce qu'il y a eu un précédent. Monk, en Angleterre, est déjà un général et fait une révolution, et donc... Le roi est revenu grâce à Monk. Et Louis XVIII pensait revenir, c'est bon, vous avez rétabli, maintenant je peux rentrer. Surtout pas, ne rentrez pas, vous allez marcher sur 100 000 cadavres, restez où vous êtes, c'est très bien. Et donc, mais c'est très important, parce que si Louis XVIII était effectivement revenu à ce moment-là, si Napoléon l'avait laissé, il aurait rayé la Révolution. Donc pour beaucoup, c'est important. Merci beaucoup Richard Fremder. Donc Napoléon à la plage, un stratège devant un transat, dans un transat, pas devant un transat. On peut le faire devant un transat aussi. Aux éditions Duno. C'est un bon petit livre, évidemment, pour connaître en fait toutes ces histoires et des coulisses un petit peu aussi, comme le disait Cécile tout à l'heure, ces histoires romantiques, de cœur, bien sûr. C'est la fleur bleue qui vous parle, comme vous dites ça. Oui, mais c'est important. C'est important. En tout cas, ça se l'évite, et c'est vrai que c'est une façon de vulgariser l'histoire qui est assez intéressante. Merci d'avoir été avec nous.